Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée mondiale de la thalassémie. Je suis extrêmement heureuse et fière de vous présenter avec le docteur Giraud. Nous sommes vos modérateurs pour cette journée. Une journée qui est organisée en raison des contraintes sanitaires en mode distanciel. Nous espérons que l'année prochaine, nous allons pouvoir tous nous retrouver autour d'un lieu pour pouvoir échanger. Cette organisation ne nous empêchera pas d'avoir un magnifique programme aujourd'hui. C'est une journée qui est organisée par l'association SOS Globi. Je fais moi-même partie de SOS Globi Rhône-Alpes, avec une antenne que nous avons créée, Grenoble Arc Alpin, dont on vous parlera dans un petit moment. C'est une journée donc organisée par SOS Globi, mais bien évidemment en partenariat avec la filière que je remercie, le groupement des hôpitaux de Lille et bien évidemment les laboratoires qui nous aident dans le cadre de cette maladie, Bluebird Bio, Kessie et Bristol Myers, que je remercie. C'est une journée importante pour tous les thalassémiques. Je crois que c'est une journée qui aujourd'hui est une journée de partage d'informations, une journée qui se veut être bienveillante et collaborative. Je crois qu'on est tous là pour finalement se retrouver autour de cette maladie et des magnifiques espérances que la science nous offre. Un moment de partage et d'échange. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'association SOS Globi. Je serai ensuite suivie par Madame Eleni Antoniou qui vous présentera la Fédération internationale parce que cette maladie touche bien évidemment plusieurs pays et c'est c'est une approche globale qu'il faut entreprendre pour pouvoir, à défaut de la combattre éradiquement, en tout cas essayer d'avancer dans le progrès. Nous allons donc pouvoir afficher maintenant le PowerPoint, excusez-moi, donc qui va vous présenter SOS Globi. Nous y allons, nous commençons. La fédération SOS Globi, nous allons commencer par son histoire. En 1991 est créée l'association SOS Globi, une simple association qui va ensuite connaître un essor comme on le voit aujourd'hui. En 2003, sous l'impulsion des pouvoirs publics qui favorisent, j'allais dire, le développement de conventions et de partenariats, est créé un réseau d'associations qui va donner naissance en 2006 à la création de la Fédération des malades drépanocytaires et thalassémiques, la FMDT, une organisation qui se veut nationale, qui regroupe, vous allez voir tout à l'heure, 19 associations de proximité et qui est créée véritablement pour porter la voix des malades dans le cadre d'une maladie, pour le cas de la thalassémie, qui est une maladie rare, peu connue, méconnue. Il a été important finalement de se fédérer pour se faire entendre. Quelle est la vision, les missions et l'action d'SOS Globi? C'est bien évidemment permettre aux malades drépanocytaires et thalassémiques de mener une vie normale. Je crois que c'est le credo que l'on veut porter à la fois à l'égard du corps médical, mais aussi à l'égard de tout le monde. On est né avec une génétique qui ne nous a pas gâtés, mais finalement que celle-ci ne nous empêche pas d'aller au bout de nos actions et au bout de nos rêves. Le réseau des associations de la FMDT, c'est un réseau d'associations locales qui adhèrent à la même éthique, qui ont le même statut, qui ont les mêmes missions et qui développent des actions en faveur des malades et de leurs familles. Parce que être thalassémique, c'est pas seulement une affaire de patient, c'est une affaire d'entourage aussi. C'est une maladie qui impacte notre quotidien, mais qui impacte aussi celui des autres, celui qui ont choisi d'accompagner notre chemin de vie finalement. Nos missions, comme je vous l'ai dit, c'est soutenir les patients et leurs familles. C'est améliorer la prise en charge médicale et sociale. Améliorer la prise en charge médicale, moi j'ai aujourd'hui 50 ans. Je peux vous dire que dans les années 70 et 75, on tâtonnait dans le cadre de cette maladie. On était extrêmement, j'allais dire, inquiets sur le devenir des malades. Aujourd'hui, nous sommes en 2021
Et rempli d'espoir, je peux vous dire que nous avançons à pas de géant. C'est améliorer la prise en charge sociale, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, être thalassémique n'empêche pas d'avoir un métier, n'empêche pas d'avoir un métier à responsabilité, ni d'avoir une vie sociale, d'avoir plein d'amis et d'avoir une tonne de choses à faire, même si je vous avoue que parfois, c'est pas forcément simple de se lever le matin quand on a un taux d'hémoglobine qui a un peu dégringolé. Ce qu'on veut aussi dans le cadre de cette association, c'est informer et sensibiliser. Nous menons des actions de prévention, que ce soit avec l'EFS, que ce soit avec la course des héros, que ce soit avec le Téléthon, c'est porter notre voix. Sensibiliser les gens, oui, ce sont des maladies du globule rouge. La fédération, elle traite pas seulement de la thalassémie, elle traite de la drépanocytose, de toutes les maladies qui ont un lien avec, entre guillemets, les malformations, en tout cas du globule rouge. Il y a plus de drépanocytaires que de thalassémiques, on est en nombre restreint. Mais voilà, c'est une fédération qui est importante, qui va soutenir le progrès médical et la recherche scientifique. La slide suivante vous permettra de voir ensuite. Alors, attendez, parce que du coup, pardon. Donc, la fédération SOS Globi a un pilotage national. Le 7 février dernier, nous avons élu un nouveau bureau avec une présidente, Madame Le Petit, qui vient de SOS Globi Nouvelle-Aquitaine, un vice-président SOS Globi Rhône-Alpes, Monsieur Satapour, SOS Globi PACA, Madame Michel Hadjibi et secrétaire générale, la trésorière, Madame Ouda Mokrani, et SOS PACA, si je ne m'abuse, et la vice-secrétaire générale, Madame Duchel, qui est de SOS Globi Val-de-Marne. Alors, la fédération SOS Globi, c'est une fédération nationale qui, comme toutes les grosses associations, comporte un conseil d'administration. Alors, à quoi sert un conseil d'administration? Il sert à définir la stratégie et les actions de la FMDT et veiller bien évidemment à sa mise en œuvre. Elle impulse la politique. C'est elle qui finalement donne le tempo pour qu'ensuite les associations locales arrivent à elles aussi appliquer toutes ces actions. L'avantage du conseil d'administration, c'est qu'un représentant de chaque association de proximité est disponible. Le conseil d'administration, bien évidemment, vote le budget annuel, approuve les comptes de l'exercice, c'est important. Il se réunit une fois par an. C'est une association, comme je vous l'ai dit, qui vraiment est importante. Ensuite, que vous dire? Qu'une association n'est rien, une association de malades n'est rien sans un conseil scientifique. Vous l'avez vu aujourd'hui, nous sommes entourés de personnes du corps médical extrêmement compétentes en la matière, que je remercie d'être là parce que c'est véritablement très important. Nous avons au conseil scientifique de cette fédération le professeur Galacteros, qui est responsable de la filière nationale santé MCGRE, le professeur Bartolucci, le professeur Montalbert, le docteur Niakate, le professeur Harley, le docteur Turet qui est avec nous, le docteur Étienne Julan, le docteur Loco, le professeur Elenga, le professeur Pondaré, le docteur Martinez, le docteur Bachir, le professeur Bezard et le professeur Badins. Ensuite, que vous dire? C'est important. Cette fédération nationale, c'est une fédération qui se veut être un réseau proche de ces malades. Et nous avons 19 associations de proximité. Derrière ces associations, ce sont des bénévoles. Ce sont des gens qui vont prendre du temps. Des gens qu'on ne voit pas forcément, mais qui vont travailler dans l'ombre pour porter ces actions, pour porter votre voix. Vous avez ici à l'écran le réseau de ces associations qui sont 19. Nous en avons un certain nombre regroupés, SOS Globi 77, 91, 93, 94, 95. Ce n'est pas mon numéro de téléphone, mais toutes les associations qui gravitent autour de la région parisienne. Je ne vais pas tous vous les citer, mais l'idée, c'est que nous avons l'idée d'être un petit peu partout dans le territoire, hein, en Aquitaine, en Auvergne, en Rhône-Alpes. Voilà, sur tout le territoire, l'idée, c'est de dire aux patients, vous n'êtes pas seuls,
vous n'êtes pas isolé. Ces associations de proximité, je vous l'ai dit, elles fonctionnent avec des bénévoles. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons, nous, à Grenoble, créé aussi une sous-antenne pour permettre à des territoires comme le territoire savoyard et haut-savoyard de n'être pas isolés parce que les patients, parfois, se sentent un peu perdus. C'est pas forcément simple de vivre avec une maladie génétique. On a beau être positif, voilà, c'est parfois des moments un petit peu de solitude. Et ces associations, qu'elles soient de proximité ou la fédération, permettent finalement un partage. Voilà, un partage, c'est important. Les missions d'SOS Globi, je vous l'ai dit, soutenir les patients et leurs familles, améliorer la prise en charge médicale et sociale, informer, sensibiliser, soutenir le progrès et la recherche médicale. J'en profiterai pour saluer les médecins qui sont là, qui sont ceux que l'on voit pour beaucoup toutes les 3, 4, 5 semaines dans le cadre de transfusion, de consultation. Ce sont des médecins qui sont investis, dont beaucoup sont aujourd'hui ici. Pour Grenoble, je saluerai le docteur Makowski qui sûrement est derrière son écran et qui a donné une magnifique impulsion. Voilà, je pense qu'il faut en tout cas être extrêmement reconnaissant au corps médical d'avoir pris en main voilà, cette maladie qui, je le dis, est une maladie rare et qui nous permet aujourd'hui de vivre le meilleur. Mes remerciements encore donc à la filière, notamment à l'ensemble des intervenants, le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille et les partenaires institutionnels impliqués dans la thalassémie, les fameux laboratoires, les fameux chercheurs qui travaillent pour nous, qui travaillent dans le cadre de nouveaux médicaments, de progrès de toute nature, qui sont Bluebird, Kessie et Bristol. Voilà, que vous dire d'autre? Que cette journée, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Que je porte l'espérance qu'elle soit placée sous le signe d'un magnifique échange constructif et en tout cas bienveillant. Je vais donner la parole à Madame Antoniou qui s'occupe du pan international, c'est important. Je la laisse présenter sa présentation et moi je vous retrouve tout à l'heure. Merci à vous. Voilà, merci Liliane et bienvenue de mon part. À un moment, je partage l'écran et voilà. Et donc, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter les organisateurs pour ce webinaire très important dédié à la journée mondiale de la thalassémie et pour m'avoir donné l'occasion de partager quelques mots et réflexions sur la journée même, une journée dédiée au zéro de la thalassémie et la lutte mondiale et internationale de nos patients. Donc, tout est parti d'une histoire personnelle qui est devenue un combat collectif. Donc, Georges Inglesos, c'était le fils de Panos Inglesos, président et membre fondateur de la Fédération internationale de thalassémie. Atteint de bêta-thalassémie depuis sa naissance en 1969, Georges a dû faire face à la stigmatisation sociale comme tout patient atteint d'une maladie génétique à cette époque-là. Néanmoins, avec le plein soutien de ses parents, Georges a réussi à étudier et avait tout espoir pour un avenir couronné de succès dans sa vie personnelle et professionnelle. Son père, Panos Inglesos, avait rejoint un groupe de parents, de patients et de médecins venus du monde entier et a cofondé en 1986 la Fédération internationale de la thalassémie, la TIF. Sa vision, qui reste la même à ce jour-là, était de donner à chaque patient thalassémique les moyens de se battre pour une chance à la vie et un meilleur avenir, comme le faisait son propre fils. Georges est décédé le 8 mai 1993 à l'âge de 24 ans. Après 52 ans, son père se bat toujours contre la thalassémie. En mémoire de son fils, il a embrassé tous les enfants thalassémiques comme ils étaient les siens et a créé une famille mondiale, la TIF. La TIF
est l'une de très rares organisations internationales à travailler directement avec les patients au niveau local. Son objectif est d'inspirer et de donner aux patients les moyens de lutter pour leurs droits, leurs propres droits. Dans cet effort collectif, nous sommes ici pour soutenir chaque patient et chaque médecin traitant. La journée mondiale de la thalassémie de cette année se concentre sur les inégalités. Les progrès scientifiques remarquables dans la prévention et la prise en charge de la thalassémie ont entraîné une augmentation impressionnante de la survie et une amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cette maladie. Ces progrès ne sont présents et accessibles qu'à très peu de pays à travers le monde. Dans de nombreux autres pays en développement, les personnes atteintes de thalassémie continuent malheureusement à rencontrer des défis importants en termes d'accès aux soins de santé de base, sociaux et autres. Malheureusement, la grande majorité de la population mondiale de thalassémie vit dans les pays du monde en développement et atteint l'âge de 20 ans. Les nombreux besoins non satisfaits de patients atteints de thalassémie à travers le monde, associés aux conséquences tragiques de la pandémie du COVID-19, ont amplifié les inégalités de santé. La journée mondiale de la thalassémie est un jour où nous devons unir nos voix. C'est un jour pour nous tous de nous souvenir de ce que nous avons perdu et en leur honneur de lutter pour nos droits humains. Éliminer les inégalités de santé pour que les patients thalassémiques reçoivent la même qualité de soins où qu'ils vivent et jouissent d'une vie sociale et professionnelle bien remplie, c'est notre responsabilité collective. La mission de la TIF consiste à promouvoir et à mettre en œuvre des programmes nationaux de contrôle pour la prévention et le traitement de la thalassémie et autres troubles d'hémoglobine dans tous les pays touchés. Notre vision a pour ambition d'assurer dans le monde entier un accès égal à des soins de santé de qualité à chaque patient atteint de thalassémie et autres troubles d'hémoglobine. La tâche entreprise par la Fédération afin de répondre efficacement aux besoins de la famille mondiale de la thalassémie et de s'acquitter de sa mission repose sur 5 piliers. Programme éducatif, collaboration, projet, recherche, communication. Enfin, je voudrais vous inviter à lire le rapport mondial sur la thalassémie qui sera publié demain sur le site web de la TIF et à participer également à la prochaine conférence internationale de la Fédération qui aura lieu ce novembre. En ces temps difficiles, aucun patient thalassémique n'est seul. Merci et retour à vous, Liliane. Merci. Docteur Géraud, je vous laisse le soin de vous présenter. Le docteur Géraud est co-présentateur avec moi, je le salue et je suis extrêmement fière qu'il soit parmi nous. Docteur Géraud, la parole est à vous. Pardon. Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs, non pas tant de m'avoir donné la parole, ce qui n'est pas très important, mais d'avoir organisé la journée qui va avoir lieu, et je formule des vœux pour que cette journée soit utile aux patients qui nous écoutent et que l'on puisse répondre aux questions qu'ils se posent. Alors on m'a demandé de faire très brièvement le rappel des grandes étapes du traitement de la thalassémie après avoir défini la thalassémie. Vous savez que c'est une maladie génétique, bien entendu, et qui a été décrite en 1925 par un pédiatre qui travaillait à Chicago, aux États-Unis, qui avait remarqué, et qui s'appelle Coulet, d'où le nom anémique de Coulet, de cette maladie, dans sa forme grave, et qui avait remarqué
effectivement une anémie très importante avec un gros ventre chez les enfants qui venaient de Sicile et de Grèce. Donc une anémie survenant chez des enfants qui étaient originaires de la Méditerranée, de la mer, a conduit au terme de thalassémie, puisqu'en grec, mer se dit thalassémie et anémie, d'où le terme de thalassémie. Donc la maladie est décrite il y a maintenant 96 ans et on l'a identifiée par rapport aux autres maladies en pédiatrie qui donnaient des retards de croissance, des anémies et des grosses rats comme la leishmaniose ou la tuberculose. Et c'est en 1960, à l'occasion d'un congrès en Italie, à Rome, si je me souviens bien, que le professeur André Orsini, professeur de pédiatrie à Marseille, est le premier à avoir rapporté le traitement qui reste le traitement de base en matière de traitement de la thalassémie, à savoir la transfusion sanguine régulière. Les habitudes étaient, et j'ai connu ça quand je me suis intéressé à cette maladie au début des années 70, de transfuser quand l'anémie était vraiment trop forte. C'est le professeur Orsini, il faut lui rendre hommage, qui a dit qu'il fallait transfuser régulièrement les enfants atteints de thalassémie pour faire en sorte que leur concentration d'hémoglobine circulante ne soit pas inférieure à 9, voire même à 10. Et ce traitement reste aujourd'hui le traitement fondamental du traitement des formes majeures de la maladie thalassémique. Ce qui a permis aux enfants traités ainsi de mener une vie strictement normale par rapport aux enfants du même âge. Mais au bout de quelques années, au bout de 10-12 ans, on s'est aperçu que ce traitement qui avait radicalement transformé la vie des malades avait un inconvénient majeur, à savoir que les globules rouges que l'on apportait par transfusion sanguine apportaient aussi du fer, et que ce dépôt de fer dans les organes des enfants transfusés était à l'origine de ce qu'on appelait l'hémosclérose, l'hémochromatose post-transfusionnelle. Et donc il a fallu mettre en place des traitements chélateurs du fer, qui reste le deuxième versant fondamental avec la transfusion du traitement de base des malades thalassémiques. Et il faut rendre hommage au docteur Proper, un Américain, qui a montré que le seul agent chélateur dont on disposait à cette époque, dans les années 70, et qui était le Desferal, était l'actif quand on l'administrait à l'aide de perfusion sous-cutanée de ce médicament, perfusion de longue durée, car effectivement, ce médicament remarquablement supporté, avec très peu d'effets secondaires, a une contrainte majeure, il doit être administré par piqûre, par voie parentérale, comme disent les malades. Et donc, on a mis en place ce traitement chélateur qui, associé à la transfusion, a permis aux malades qui atteignaient, à partir de ces âges-là, 12 ans, 15 ans, 20 ans, de mener une vie normale et d'être protégés des complications de la transfusion de l'hémochromatose post-transfusionnelle. Et puis ensuite, dans les années qui ont suivi, bien entendu, nous avons vu apparaître d'autres agents chélateurs comme l'Exjade, le Feriprox, le Déferazirox et le Déferiprone, mais on ne doit pas oublier le Desferal qui rend toujours des services très importants lorsque il y a des contre-indications à apporter des chélateurs par voie orale comme l'Exjade ou le Feriprox. Ce qui nous conduit donc au début des années 80 et dans la décennie 84-90, ou alors une nouvelle... Docteur Giraud, oui. Docteur, il va falloir nous écourter un peu, on est un petit peu en retard. Juste que je vous demande un tout petit peu, je suis désolée, je suis obligée de vous... Pardon. Compris. Donc, je mentionne simplement la transplantation médullaire allogénique qui fait partie aujourd'hui du traitement de base, on y reviendra peut-être pendant la journée, et qui est apparue dans les années 80-90 sous l'impulsion du docteur Lucarelli. Et pour conclure et aller brièvement, effectivement, nous sommes, depuis les années 2010-2020, la période que nous vivons, nous sommes dans une nouvelle avancée thérapeutique majeure, à savoir la thérapie génique ou les thérapies géniques qui en France ont été promues par
les docteurs Cavazana, Bezard et Eliane Gluckman. Voilà, j'ai terminé, mais je rajoute une chose très importante dans le traitement, c'est que pendant toutes ces périodes, des associations se sont constituées, la TIF et des associations par pays, et qui contribuent manifestement à une bonne prise en charge des malades thalassémiques. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie, pas du tout. Merci, docteur Giraud. Merci infiniment.